Récemment, j'ai fait un stage en Suède dans une école maternelle. Aujourd'hui, il y a clairement un dysfonctionnement en France. Je suis désolée, c'est de la torture en fait. Empêcher un enfant de dormir, c'est de la torture. Hey tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Toshira. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai démarré l'année dernière une formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants que j'ai arrêtée. Mon invité est encore dans cette formation et c'est d'ailleurs de là que je l'ai rencontré. Donc je m'appelle Lauriane, on s'est rencontrés effectivement dans la formation d'éducatrice de jeunes enfants. Donc actuellement je suis en 2e année et je suis ravie de participer à cette vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans la petite enfance? Oui, donc avant de rentrer dans la formation d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai déjà travaillé 1 an en fait dans une agence de garde d'enfants. Donc j'avais pas de diplôme. Par la suite, j'ai fait un stage de 1 mois en micro-crèche. Je suis rentrée dans la formation, j'ai fait un premier stage de 2 mois dans une micro-crèche qui avait un projet assez particulier. C'était un projet en fait très en lien avec l'extérieur, très en lien avec la nature. Le stage d'après c'était dans la protection de l'enfance, donc je pense pas qu'on aura trop le temps d'en parler ici parce que c'était avec des adolescents, donc c'est un autre sujet encore. Là récemment j'ai fait un stage en Suède dans une école maternelle pendant 2 mois et actuellement je suis en stage aussi dans la protection de l'enfance. Je crois que je le précise dans d'autres vidéos, mais du coup ça fait quasiment 2 ans que je travaille en crèche. Je suis rentrée dans ce domaine par hasard, j'avais pas de diplôme, j'ai toujours aimé m'occuper des enfants et en fait ma toute première expérience en crèche elle m'a vraiment énormément plu. Le seul hic qui fait qu'à l'heure actuelle on est devant cette caméra pour vous faire cette vidéo, c'est tout ce qu'il y a autour. Bien sûr, on va prendre des pincettes dans cette vidéo, on va même faire un petit disclaimer avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est pas tant une question de personnel, c'est aussi une question de moyens et du coup de politique de la petite enfance. C'est vrai que pour avoir pu aussi comparer la politique de la petite enfance en France et en Suède, en fait en France il y a clairement un manque de moyens qui fait qu'effectivement il y a des professionnels en or, ça c'est sûr, il y en a partout en France, mais si on te donne pas les moyens, le temps, si les professionnels sont poussés à bout, sont épuisés comme en tout cas moi ce que j'ai vu dans les structures où j'ai été, en fait tu peux pas proposer quelque chose de aussi qualitatif que t'aimerais en fait avec les enfants. C'est ça. Et moi j'ai vraiment souvenir d'une tutrice qui m'avait dit parfois on veut bien faire mais on est obligé de basculer dans les 12 violences parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, il y a beaucoup de turnover aussi et ça c'est hyper insécurisant pour les enfants et ça fait partie des choses qui ne sont pas entre guillemets de la responsabilité du personnel en tant que tel qui reste présent sur les lieux, mais qui font que aujourd'hui il y a clairement un dysfonctionnement en France au niveau des crèches en fait, et en plus c'est très dur de trouver une place en crèche, ce qui fait que même si en tant que parent on se rend compte qu'il y a un problème dans la crèche dans laquelle on amène nos enfants, ça fait partie des témoignages qu'il y a dans le livre Les Ogres de Victor Castanet. En fait voilà, les parents pour eux ça a été tellement dur déjà de trouver une place en crèche qu'il y en a qui sont plus portés à fermer les yeux parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autres options. Alors Léa, chère Léa, dis-nous, pourquoi est-ce que tu mettras jamais ton enfant en crèche? Ah, bonne question. En vrai, ça peut paraître un peu gros dit comme ça, mais c'est réel. Moi, je sais que ça vient vraiment du fait que j'ai travaillé en crèche, que je m'en suis rendu compte que c'était pas du tout les crèches. Ça va paraître hyper contradictoire ce que je vais dire, mais les crèches ne sont pas du tout adaptées aux enfants, elles sont pas du tout adaptées à leur développement. Faut savoir que j'ai travaillé dans 3 crèches différentes. À chaque fois, les groupes avaient une capacité d'accueil de 25 enfants, grand max, et en fait, ce qui est déjà énorme, pour une équipe de 6 professionnels en général, si on n'était pas en sous-effectif. Pour vous donner un exemple tout bête, quand je dis que c'est pas du tout adapté pour les enfants, c'est que, par exemple, les enfants, on sait qu'en dessous de 3 ans, même un peu au-dessus, ils ont un besoin de se mouvoir, ils ont énormément besoin de grimper, de courir, de crier, de faire plein de choses avec leur corps. C'est à cet âge-là qu'ils découvrent leur corps. Et en fait, dans la plupart des structures dans lesquelles j'étais, on va quasiment jamais dehors, mais ça on en reparlera après. Donc en fait, ils ont aucun moment dans la journée où ils peuvent courir ni crier parce que ça c'est interdit à l'intérieur de la crèche. Et moi en fait, ce que j'ai trouvé aberrant au fur et à mesure des structures dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que on leur propose pas d'alternative. Donc par exemple, l'enfant, on va pas l'autoriser à sortir dehors. Donc l'enfant va avoir besoin de grimper, il va forcément prendre ce qui lui passe sous la main. Donc des fois il y a des chaises, des tables dans le groupe, du coup l'enfant va grimper sur la table et du coup le ou la professionnelle va s'énerver, enfin bref, l'enfant va se mettre en danger parce que son besoin de se mouvoir, justement de grimper, est plus fort
que juste cette interdiction là. Moi ça c'est vraiment quelque chose qui me mettait hors de moi quand je voyais des enfants qui avaient besoin de grimper et que les professionnels ne leur proposaient pas d'autres solutions. C'était non, point. Et je sais pas si toi t'as pu observer ça aussi. Bah oui, non, moi je te rejoins là-dessus, tout à fait. Bah moi pour ma part, avant même de faire un stage en crèche, je savais déjà que c'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Alors premièrement... De mettre ton enfant en crèche. Ouais, oui, exactement. Alors déjà parce que moi je me souviens que petite, on en a jamais parlé de ça, mais moi j'ai mal vécu mes années en crèche. Alors j'ai des souvenirs de moi qui angoisse, qui pleure, qui veut pas y aller. Peut-être plutôt quand j'avais 3 ans. Moi je l'ai mal vécu et je pense que du coup j'ai cette logique de instinctivement en grandissant, ouais, c'est ça, je mettrais pas mon enfant ne le feront pas en crèche. Alors ça, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Moi je sais que ma mère elle est hyper contente de comment la crèche s'occupait de nous, parce que j'avais aussi mes frères et sœurs. Mais du coup ouais, moi je me suis toujours dit que je mettrais pas mon enfant en crèche parce que en fait j'ai tellement envie de prendre du temps avec mon enfant. Il y a aussi le fait que, enfin je sais pas, je me dis c'est un grand groupe et c'est les mêmes règles pour tout le monde et en fait... alors que chaque enfant est différent, bah oui. Chaque enfant n'a pas les mêmes besoins, c'est pas parce qu'ils ont le même âge qu'ils ont les mêmes besoins. Il y a quand même des exceptions, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Oui. Mais du coup dans cette micro-crèche là, voilà, les rare. enfants pouvaient grimper, les enfants pouvaient monter sur les tables, voilà, escalader les meubles. En fait, c'est ça, je me permets de te couper, mais du coup dans cette crèche là, ils mettaient vraiment au centre le fait de faire confiance à l'enfant. L'enfant, faut pas les sous-estimer, hein. C'est parce que c'est des petits qui parlent pas encore, qui justement vont forcément tomber s'ils montent sur une table. Alors bien sûr, on parle pas d'une table qui est bancale ou quoi, mais si on est à côté, on les surveille correctement, on leur dit de faire attention, je vois pas en quoi ça poserait problème, et au contraire, c'est justement en les laissant faire que ils apprendront, et c'est en tombant plusieurs fois qu'on apprend à tomber correctement et à se relever correctement. Si l'enfant ne tombe jamais, le jour où il tombe vraiment, c'est catastrophique en fait, parce qu'il ne saura pas comment tomber, il ne saura pas comment se réceptionner sur ses mains, enfin voilà. Et je tiens à dire qu'il n'y a jamais eu d'accident sur les 2 mois où en plus. Après parfois les enfants ils pleuraient quand s'ils tombaient de haut, mais même des fois, en fait j'ai l'impression que limite plus la chute elle est impressionnante du point de vue de l'adulte et l'enfant en fait il se relève genre. Ouais. Non mais un truc de fou. Et je me rappelle, j'étais sortie en forêt parce que c'était à côté de la forêt et c'était l'automne, il y avait plein de châtaignes, tu sais, hyper piquantes. Ils marchaient pieds nus, c'est ça? Et non, ils étaient pas pieds nus, mais les bébés qui marchaient à quatre pattes, eux ils avaient pas les mains qui étaient couvertes et j'étais en PLS, je me suis dit mon dieu, il y en a un qui va se fendre la main. Et en fait pas du tout. Et en fait c'est incroyable et je me suis demandé si du coup les bébés ils faisaient attention ou pas. Enfin faut toujours être à côté, ça c'est évident. Je sais pas, ils ont un bon instinct de survie en fait. Ils ont quand même un instinct de protection et tout. Et puis en fait effectivement il y avait, alors pour les plus jeunes justement, donc qui montaient sur les tables, souvent ils restaient longtemps quand ils se perchaient un petit peu parce qu'ils sont beaucoup plus grands que... C'est ça, ils ont une autre vision. C'est ça. Et ils avaient bien resté et puis après on les aidait. Je me souviens, il y en avait un, il adorait monter mais il avait du mal à descendre, donc à chaque fois on lui montrait comment descendre du coup sur le ventre et tout. Voilà. Ça leur apprend à avoir confiance en eux en fait. On sous-estime trop souvent ces exercices là, mais c'est super important pour eux. Pour nous souvent en fait c'est ça qui est... Moi je trouve qu'en tant que professionnel, en tant que parent, dès qu'on a un enfant ou qu'on côtoie des enfants en bas âge, on devrait essayer au maximum de se mettre à leur hauteur et d'essayer de penser comme eux ils pensent. Pour nous ça peut paraître banal de monter sur un banc parce que peut-être que, ou de monter je sais pas debout sur quelque chose, sur une chaise, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois dans notre vie, mais il faut toujours se mettre à leur hauteur et se dire que eux c'est nouveau pour eux. Beaucoup de choses sont nouvelles pour eux. Pour eux chaque nouvelle chose, chaque expérimentation, chaque nouveau meuble qui grimpe on va dire, c'est quelque chose qui va leur permettre d'acquérir encore plus de confiance en eux. C'est pas anodin pour eux comme pour nous en fait. Plutôt que d'engueuler un enfant parce qu'il monte, on va lui dire ok, t'es monté, déjà on peut le féliciter qu'il soit monté, même si c'est interdit c'est pas grave, on peut le féliciter et lui expliquer ok ne le refais plus, mais viens je t'apprends à descendre, et pas on l'engueule, on le porte, on le descend, enfin... Mais là tu vois on parle de pédagogie, mais c'est parce que nous on est sensibles et qu'on se questionne sur comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants, quels sont les besoins de l'enfant, qu'on n'a pas envie de mettre notre enfant dans une crèche qui respecte pas ces principes là. Mais tout ce que t'as décrit, je pense que les parents ils le font à la maison. Parce que justement dans la crèche où je travaillais, il y avait des parents qui se plaignaient du fait que du coup les enfants ils prenaient l'habitude d'escalader les meubles etc, et qu'ils le faisaient chez eux et que les parents n'étaient pas d'accord. Donc tu vois je pense que c'est aussi une question de... C'est sûr que si on n'a pas envie de mettre notre enfant en crèche, c'est parce qu'on sait que dans l'immense majorité des cas, la quasi-totalité des cas, en fait il pourra pas... Ses émotions seront pas prises en compte, il pourra pas explorer. Il pourra pas explorer, il pourra pas grimper, il va pas sortir, l'accompagnement sera pas qualitatif quoi. C'est ça. Voilà. Mais juste pour terminer du coup sur la structure où j'étais, je tiens quand même à dire que du coup pour les enfants c'était génial, mais pour les professionnels c'était horrible. Déjà elles étaient en sous-effectif. Elles étaient en sous-effectif parce qu'il y en avait souvent une qui était malade. Alors il y en avait une qui était en congé maternité
et elle était pas remplacée. Et dans une micro-crèche, du coup, elle doit faire à manger. Elle doit faire toutes les tâches, voilà, en fait, toutes les tâches. Et du coup, les taux d'encadrement, disons, on va dire que oui, non mais les taux d'encadrement sont hyper bons en réunion parents. Non mais les taux d'encadrement sont excellents, en fait, voyons, elles sont 3 professionnelles. En fait, c'est ça, sur le enfants, papier, c'est du luxe. Voilà. Mais il y en a toujours une qui doit s'occuper de la vaisselle, du Donc, sur le papier, ok, elles sont 3, elles sont dans les clous avec les enfants, mais en fait, il y en a toujours une qui est sollicitée pour faire autre chose, ce qui n'est pas normal. Voilà. Ça, c'est la difficulté des micro-crèches. Hein. C'est ça. En tant que professionnel, c'est très très dur. Sur la micro-crèche là en question, en tant que professionnel, c'était absolument épuisant en fait de respecter le rythme de chaque enfant. Parce que là, du coup, il y avait des bébés qui étaient mélangés avec. Ah oui, donc il y avait. Les enfants, ils étaient mélangés entre 0 et 3 ans. Exactement, il y avait tous les âges. On avait d'ailleurs 2 très jeunes bébés. Et du coup, c'était hyper épuisant pour les professionnels, ce qui explique aussi l'absentéisme, le fait qu'il y en avait souvent une qui était en congé. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, d'un côté, les crèches ne respectent pas les besoins des enfants, mais cette crèche-là qui les respectait, en fait, c'est tellement de travail, parce qu'en fait, il y a 12 enfants, il y a 12 rythmes à respecter. Mais vous êtes 2. Il faut être près des enfants parce que oui, le projet de libre motricité fait que potentiellement il faut être prêt pour aider un enfant à descendre de quelque chose, etc. Le fait de parfaitement s'adapter au sommeil des enfants fait qu'il faut très souvent, faut aller endormir un bébé. Enfin, en fait, pendant que tu vas endormir un bébé, t'es pas là quoi. C'est ça. Mais les autres enfants ils continuent de grimper. C'est ça. Donc, c'est ça en fait, quand tu dois aller changer un enfant, tu t'absentes, même si t'es dans la même pièce pour changer l'enfant, t'as un bébé couché sur une table allongée, t'en as un qui tombe, tu peux pas aller réceptionner l'enfant qui est en train de tomber parce que tu peux pas lâcher ton enfant qui est sur le plan de change. Donc en fait, dès que t'es accaparé à faire autre chose, même avec un autre enfant, t'es plus focus sur les autres. C'est ça. Et du coup, et ça, c'est une charge mentale qui s'accumule en fait. Enfin, ah oui, ça c'est épuisant pour les professionnels. Les professionnels sont épuisés, les parents le voyaient. Du coup, ils étaient pas en sécurité. C'est ça. Donc quand ils donnent leur enfant et qu'ils sont pas en sécurité, forcément, le parent il va ruminer toute la journée et puis l'enfant aussi il est pas à l'aise, il sent que les professionnels sont stressés. Donc en fait, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'immense majorité des crèches, les rythmes des enfants ne sont pas respectés. Les professionnels sont pas bien formés, ne sont pas vraiment intéressés. On peut en parler un peu plus? On en parle après, attends. Donc soit c'est ça, donc j'ai pas envie de mettre mon enfant là, soit dans de très rares exceptions qui coûtent extrêmement cher parce que là pour le coup c'était des micro-crèches privées, et ben en fait le rythme de l'enfant sera respecté. Mais en fait, c'est tellement dur pour les professionnels que c'est pas non plus enviable. Il sera respecté, mais à quel prix? Mais à quel prix? Parce que je compatis aussi pour les professionnels et je me dis, ça se trouve en fait juste le concept. Voilà, justement, le concept de la crèche n'est peut-être pas fait. Un groupe de 12 enfants, c'est pas tu peux pas respecter ni pour les pros ni pour les enfants. En fait, c'est ça le problème. Donc, je ne mettrai pas mon enfant en crèche, mais je n'y travaillerai pas non plus. C'est ça. C'est aussi en grande partie pourquoi en fait j'ai arrêté ma formation. Dans l'autre vidéo, vous avez compris en grande partie pourquoi. En fait, étant donné que pendant ces 2 années j'ai que travaillé en crèche, peut-être que j'aurais dû essayer d'autres structures. J'ai eu une expérience dans une structure privée et en fait ils étaient très axés sur le fait de se faire bien voir face aux parents et beaucoup moins axés sur réfléchir au bien-être de l'enfant. Je peux te couper 2 secondes. Ça me fait penser à Victor Castanet, t'avais entendu qualité perçue. Oui, la qualité perçue, exactement. Non mais ça c'est une dinguerie. Du coup je me permets de vite fait couper Lauriane parce qu'en fait ça me fait penser à un extrait de l'interview où Hugo Décrypte interview justement Victor Castanet, que je vous mets juste ici. Alors un terme que j'avais jamais entendu avant, la politique de la qualité perçue. En gros c'est se dire, faut quand même que les parents quand ils arrivent, ils aient l'impression que ce soit beau, ce soit bien décoré, ce soit sympa. La qualité perçue, c'est une notion, faut savoir l'inventer en fait. Qualité perçue, ça veut dire souvent que tu as des négligences sur la qualité réelle. Oui, sinon la qualité perçue, c'est la vitrine, ce que tu montres aux parents. Cette jeune fille, Anna Koshi, elle me raconte qu'en gros, elle travaille en psychiatrie. Elle est toute jeune, elle a moins de 25 ans à l'époque. Elle me dit, tiens, à ce moment-là, je veux travailler dans le secteur de la petite enfance, j'en rêve, et donc je fais un master en management pour devenir directrice. Elle n'a pas fini son master, elle n'a pas eu son diplôme. Elle voit une annonce, elle postule comme ça, et puis on la rappelle direct, et elle se prépare pour l'entretien. On lui propose un entretien, elle se prépare pendant des heures, et comme c'est une crèche bilingue, elle réapprend l'anglais, etc. et tout. Et elle me dit, bon, en fait, ça durera 5 minutes. Et moi qui étais terrifié parce que j'avais aucune expérience, d'ailleurs, je leur dis plusieurs fois au téléphone, ils me disent, non, mais il n'y a pas de... vous inquiétez pas. Toujours la question de recrutement. Vous inquiétez pas, et puis vous serez accompagné, vous serez pas seul. Elle me dit, bon, on me dit, vous allez gérer 2 crèches, dont une qui va ouvrir, et il faut que vous soyez à Paris dans 1 mois. Donc elle quitte tout, elle s'installe à Paris, et en fait, elle me dit, c'est un désastre, j'arrive dans cette crèche, je dois ouvrir une crèche, donc gérer tout, les frigos, le four, enfin, j'ouvre la crèche, quoi. Tout est neuf.
Et l'arrivée de parents avec des enfants, elle me dit, j'ai aucune expérience en crèche, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et je suis avec une auxiliaire, donc on est 2 pour l'ouverture de la crèche, je suis avec une auxiliaire qui est plus jeune que moi, elle a entre 18 et 20 ans, elle a jamais changé une couche de sa vie. On lui dit, alors que donc personne l'accompagne, on lui dit, écoute, il y a la fondatrice Odile Broglin qui vient demain à la crèche, faut que tout soit impeccable, et tu sais comme c'est important pour elle la notion de qualité perçue, donc est-ce que tu pourrais... Retour de la qualité perçue. Est-ce que tu pourrais mettre des dessins d'enfants sur les murs ? Et elle dit, bah attends, je viens d'ouvrir, j'accueille les enfants qui sont en intégration, j'ai 1000 choses à faire, je suis dépassée et tout, je peux pas. Et donc ils font venir ils font venir une autre directrice qui, avec son mari, pendant 2 heures le soir, va faire de faux dessins d'enfants, des faux dessins d'enfants, de faux gribouillis. Parce que pour les afficher sur les murs, et elle est atterrée en disant, mais attendez, en fait, vous laissez une directrice qui a aucune expérience seule chaque journée et vous occupez des dessins sur les murs pour que ça fasse beau pour les parents. Et du coup, suite à cette interview, j'avais trouvé ça juste aberrant en fait. Est-ce que tu veux qu'on aille un peu sur les 12 violences qu'on a fait ? Tu veux lui donner des exemples? Après, je t'avais coupé, tu sais. On parle des exemples ? Ouais, tu peux donner Allez. des exemples. On peut faire anecdote. Sans le sourire. Hein. Je suis contente de faire la vidéo, c'est pas... En vrai, la moitié des anecdotes, je crois que je les ai pas racontées. Et l'autre fois, j'ai voulu en raconter une dans ma dernière vidéo. J'ai failli chialer et je l'ai pas mise au montage. Voilà, on est joyeuse de faire la vidéo, mais le sujet de la vidéo, il est pas joyeux du tout. Justement, en voulant faire cette vidéo, j'avais vraiment l'idée de vouloir un petit peu donner mon témoignage, notre témoignage d'ailleurs, sur ce qu'on a vécu en crèche, les observations négatives qu'on a pu vivre. On va prendre des pincettes dans... Alors, je vais pas prendre des pincettes dans ce que je vais expliquer, parce que c'est ce que j'ai observé, et si c'est une professionnelle qui s'est mal comportée envers un enfant, je vais pas prendre de pincettes, je vais vraiment dire ce que j'ai vu. Je vais pas essayer de dédramatiser le truc, alors que c'est grave. Mais par contre, je vais prendre des pincettes en disant que ce que je vais raconter, c'est pas forcément ce qui se passe dans toutes les structures. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de dire ne mettez pas vos enfants en crèche. On veut pas du tout faire culpabiliser les parents. C'est vraiment une vidéo à but informatif, vraiment comme le but de ma chaîne YouTube. Donc on part sur les exemples, t'en as? Tu veux commencer? On peut monter crescendo si tu veux. En vrai, tu sais que ça c'est une dinguerie. Attendez, faut quand même que je vous raconte un truc. On a préparé un petit peu en amont un plan pour structurer cette vidéo. Sur chaque thème, j'avais une anecdote négative à raconter. On prend les thèmes. Allez. Et c'est parti. En vrai, celui-là, ça va, il est... ça va. C'est quoi le premier thème? C'est extérieur, fréquence des sorties. Pour moi, c'est une violence déjà de pas sortir. Non, mais Ouais. tu sais que j'étais dans une structure, non, mais lunaire. Ils avaient un petit extérieur, mais trop mignon. Et en fait, il était en pente. Et du coup, les professionnels, je me souviens qu'elles me disaient, oh non, mais il est pas bien l'extérieur. Parce qu'en fait, les enfants, ils tombent. Je fais, mais de toute façon, il faut qu'ils apprennent l'équilibre. Exactement. C'est pas parce que c'est pentu que. C'est ça, mais souvent, il y a des excuses aussi qui sont mises en place et les professionnels soutiennent ces excuses-là entre elles. Tout est prétexte à ce qu'on ne sort pas les enfants, en fait. Et les enfants subissent la sédentarité. Et en plus, après, il y a aussi les règles de l'intérieur qui les restreignent alors qu'ils ont besoin C'est ça. de bouger. Et que d'ailleurs, C'est l'exemple que je donnais avant. Ils peuvent pas courir, pas crier dedans, mais du coup, ils peuvent pas le faire dehors non plus, puisqu'ils vont pas dehors. alors que ce serait possible après, mais ça faudrait juste changer les mentalités, mais ce serait possible de passer au moins la moitié de la journée dehors. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu en Suède, quoi. C'est juste Et en c'est ce fait, que t'as en fait, vécu, on se ouais. pose pas de questions. Mhm. Peu importe C'est le ça. temps. C'est ça, en fait, c'est ancré dans leur routine. C'est... Ouais. Les professionnels sont au courant. Déjà, quand elles rentrent dans cette structure, elles savent. 0 grader ungefär så här och barnen kommer sova ute idag. Som vilken dag som helst. Vi har ungefär barn som kommer där mellan 6:30 och 9. Brukar vi vara ute. Oftast då ha lite dagliga aktiviteter. Vi är ju ute i typ alla väder. Våra barn är vana att vara ute när det är snö, när det är regn, när det blåser. Våra barn klagar inte, de är vana. Hur är det man säger på svenska? Men det finns ju inget dåligt väder, bara dålighet. Je sais que c'est pareil en Estonie. Les pays Et nordiques, je ouais. pense que de manière générale, les pays nordiques, Ouais. c'est comme ça. Dans la structure où j'étais, justement, les enfants faisaient la sieste dehors. Celle qui était la micro-crèche semi-plein air. Comme on est dans le sommeil, moi j'ai une autre anecdote qui est que du coup dans la structure où j'étais en Suède, le sommeil c'était vraiment... C'est la pire structure où j'ai été au niveau du sommeil de l'enfant. Ah Les enfants, en fait ils leur mettaient une musique super forte. Fort au point que ça m'avait fait mal à la tête, j'étais sortie parce que j'avais mal à la tête. Il y avait des parents qui exigeaient que leur enfant ne dorme pas, ne rentre même pas dans la salle de sieste. Parce qu'il n'arrivait pas à dormir à la maison. Sauf que du coup, en fait, comme c'était une structure privée qui misait tout sur la qualité perçue, le fait de faire bonne impression, le fait de voilà, que les parents soient contents de cette structure, que leurs demandes soient respectées, Contre le bien-être de l'enfant. même si ça doit aller contre le bien-être de l'enfant et empêcher un enfant de faire la sieste, alors là, c'est franchement, c'est... En fait, le sommeil, c'est un droit fondamental de l'enfant. On n'a pas à y toucher. Et un enfant qui fait la sieste...
En fait, ça lui permet de décharger plein de choses. Et du coup, l'après-midi et les soirées sont plus apaisées. Après, ça va forcément lui redonner de l'énergie, mais je veux dire, il sera pas à cran. Il sera assez. Oui, parce que là, le but du parent de demander ça, c'est de faire en sorte à ce que l'enfant il soit épuisé le soir. Voilà, il soit épuisé. Sauf qu'en fait, il est à cran, ça fait des crises, c'est horrible. Et c'est son droit. Donc bon, ça, l'équipe était pas dans mon groupe en tout cas, ils étaient pas pour, ils ont pas accepté la demande. Par contre, dans d'autres groupes, ils l'ont accepté. Et il y avait une petite fille. Je rigole, je devrais pas, mais elle s'est endormie dans son assiette. Oh. Donc ils ont et envoyé ça, c'est des 12 violences. Quand on empêche un enfant de dormir et qu'on ne respecte pas son rythme du sommeil, c'est une 12 violence. Ouais, complètement. Regarde, la preuve, c'est quoi la conséquence? Elle s'endort dans son assiette. Donc ils ont envoyé la photo aux parents, je sais pas comment l'histoire s'est finie, mais j'espère bien qu'ils ont laissé l'enfant dormir, je pense, vraiment. En tout cas, il y avait des demandes qui celles-ci étaient respectées, c'était celle de laisser 30 minutes de sieste. Ce n'est pas un cycle de sommeil, 30 minutes. Des fois, en tant que professionnel, on est aussi censé, justement, quand on a des connaissances sur le développement de l'enfant, d'où l'importance d'en avoir, c'est que comment un enfant s'endort, voilà, quelle le durée cycle du sommeil, c'est ça. Et c'est comme ça en fait après que le fait d'avoir ces outils-là, qu'on puisse ensuite les montrer, prouver par A plus B aux parents, parce que des fois les parents ne savent pas forcément. Donc c'est à nous de réussir à les guider, j'allais dire en tant que JE, mais tous les professionnels, c'est à nous de réussir à les guider justement sur, regardez, un cycle du sommeil c'est temps et temps, et du coup non, on ne peut pas réveiller votre enfant. Les enfants qui étaient interdits de faire une sieste, une vraie sieste, c'était précisément les enfants qui dormaient mal à la maison. Donc ils étaient en gros manque de sommeil et on leur en enlevait encore. C'est intolérable, je trouve, comme raisonnement de faire ça à son enfant, en fait. Et alors, c'est simple, au retour de sieste, mais j'angoissais de ce moment, parce qu'il y en avait une en particulier, elle avait 4 ans, elle dormait très très mal à la maison. En fait, elle revenait de la sieste, donc on la réveillait, elle commençait de s'endormir, donc je sais pas. En fait, elle était pas bien, et en fait, quand elle revenait dans la salle de vie. Vous deviez la réveiller? Ouais, elle déjà avait un enfant. Elle avait le droit à ses 30 minutes dans la salle de sieste. En plus, c'est le moment où tu après, elle se faisait réveiller, c'était pas la seule, C'était pas la seule. Elle se faisait réveiller, mais elle, plus précisément, elle était en pleurs après tout le début de l'après-midi. Je la prenais dans mes bras, j'essayais de cacher. Pour qu'elle se rendormait dans mes bras, j'essayais de la cacher pour pas que les autres professionnels la voyaient, parce que s'ils la voyaient, ils allaient venir la réveiller. On m'a jamais fait de reproche, heureusement, sur le fait que j'essayais de la cacher, alors que ça se voyait. Moi je suis pas d'accord avec ça. Mais donc je la prenais dans mes bras. En fait, elle venait se réfugier dans mes bras parce qu'elle savait que moi j'allais la laisser dormir et que j'allais la cacher. En fait, c'était horrible. Pour moi, je compatissais à mort. L'enfant, il est à bout, il pleure. Elle pleurait aussi à d'autres moments de la journée. Mais le fait de venir, je suis à moitié endormie. On me force à me lever alors que j'ai tellement besoin de dormir. Elle dormait déjà très mal à la maison. Et là, je suis désolée, c'est de la torture en fait. Empêcher un enfant de dormir, c'est de la torture. Et aussi pour un adulte. Pour d'autres anecdotes, j'avais essayé d'alerter la direction. Et la direction me renvoyait toujours en me disant mais non, t'inquiète pas, c'est des bonnes professionnelles, vous en parlerez en équipe en réunion. Comment parler de ça en équipe en réunion alors que les concernés c'est mon équipe? Voilà. Bon, vous avez tout à fait le droit en regardant cette vidéo de vous dire mais du coup pourquoi t'en as pas parlé aux parents, pourquoi t'en as pas parlé à la direction, tout ça. La responsable elle marchait avec voilà. la professionnelle qui a fait ça. Voilà, en fait le problème c'est ça, c'est que très vite des fois on se rend compte qu'on est dans un engrenage tel que c'est impossible d'en parler en fait à qui que ce soit. Déjà c'est difficile de contrer l'équipe et la direction et d'aller en parler directement aux parents, parce qu'en fait un parent, ce qui est complètement légitime, on parle de son enfant. Un parent en fait, ce qui est complètement normal, va directement aller défoncer la direction en fait. Et ce qui est complètement compréhensif. Le problème c'est que nous, étant conscients de ça, on peut pas se permettre de lâcher une bombe directement comme ça, et c'est là où on est censé prendre des pincettes, on essaye de commencer à en parler à la direction. Si on voit que la direction, elle s'en fiche, c'est trop difficile en fait. C'est pour ça que moi je suis plus du tout dans ce domaine-là. Si un jour je le suis de nouveau en étant auto-entrepreneur et en étant moi-même, en gérant moi-même la structure, en posant moi-même le cadre et avec une bienveillance complète vis-à-vis des parents. Imaginons que les parents apprennent ça, ok, ils sont au courant, ils défoncent la direction, ils ne changent pas, ils peuvent pas changer l'enfant de la crèche, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont au courant, il y a une atmosphère horrible, ils vont être constamment sur le dos des professionnels, ce qui est pas plus mal, mais du coup ça va engendrer tout plein de problèmes. Et du coup, la professionnelle en général, elle va sûrement se douter de qui a balancé l'information, et du coup, nous en fait ça nous met très vite en porte-à-faux si on parle. Au final, en fait. ça n'arrange rien. C'est ça. Là, je pense pas qu'on est défaitiste, je pense qu'on est réaliste. Oui, et c'est ça. Bien sûr, la facilité, on aurait tendance à dire, mais dénoncer les choses, elles se font comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Et comme t'as dit, on est réaliste. Après, c'est vrai que c'est délicat des fois, parce que quand on vit des choses, les professionnels, elles sont assez malines des fois pour faire les choses justement dans le dos des parents. Mais il peut y avoir des signaux.
Comme je t'ai dit, j'ai une autre copine de classe qui m'a raconté que lors d'un stage, en fait c'est même pas lors d'un stage, elle est apprentie dans sa structure du coup. Donc elle est pendant les 3 années là-bas et en fait elle a une collègue du groupe, quand le repas se termine, tu sais, on doit leur nettoyer la bouche avec un gant de toilette. Ça, je l'ai aussi souvent vu. Les enfants, au lieu de leur donner le gant de toilette et de leur dire de frotter, il y en a pour gagner du temps, justement parce qu'elles doivent aller en pause ou autre. Elles prennent le gant, elles ne préviennent pas l'enfant et hop, elles le débarbouillent mais d'une manière hyper forte. Donc en général, les enfants ils sont comme ça, ils sont en PLS. Et du coup, mon autre copine de classe me disait que en fait, elle a une collègue qui allait tellement vite et elle frottait tellement fort qu'il y a un enfant du goûter, donc du repas du midi et du goûter, en général, le soir, il avait une grosse marque rouge autour de la bouche à cause de ça. Et la maman souvent disait ah c'est curieux qu'il ait cette marque, et en fait la professionnelle concernée disait oui il est irrité sûrement à cause du froid ou il se gratte beaucoup. En fait elle mentait. Elle savait. Oui, bien sûr, elle savait que ça venait d'elle. Bien. Oui, bien sûr. C'est vrai que des fois, en tant que parent, c'est difficile de s'en rendre compte, mais je pense qu'il y a des petits signaux des fois qui peuvent un peu... Même l'état émotionnel de l'enfant le matin. Oui. La première structure dans laquelle j'avais fait un stage, il y avait une enfant qui était voilà, il n'y avait pas en fait d'action éducative qui était proposée aux enfants quoi. C'était vraiment t'es là et occupe-toi avec les jouets qui on pose les jouets par terre et tu te démerdes. Voilà, c'est ça. Et du coup la grande forcément, elle a 3 ans, elle a besoin d'être stimulée, elle a besoin d'avoir une journée riche en fait et fournie, et c'était pas ce que la crèche offrait. Et du coup en fait les matins elle faisait des crises à sa maman, et je me souviens qu'après elle se faisait gronder par les professionnels qui lui disaient tu fais pas la colère le matin, qu'est-ce qu'on a déjà dit, en fait limite sur un ton très menaçant. Il y avait du chantage. Ne montre pas à ta maman que tu en fait retiens ta colère. C'était il y a quelques années, mais je me souviens très bien de ça, ça m'avait choquée. Je me souviens plus exactement des mots qu'elle utilisait, mais je me souviens que qu'est-ce qu'on a dit, on fait pas la colère devant maman le matin. Sinon, pour revenir sur les exemples, tu sais, t'avais la petite là, je sais pas si tu veux le raconter. Ah si, on peut, c'est le thème de l'alimentation. Je crois que le thème de l'alimentation c'est le plus dur en termes d'anecdotes que j'ai à raconter. Et après, il y a aussi, j'avais mis des émotions. D'ailleurs, il y a plein de professionnels, elles cherchent à faire pleurer l'enfant. Quoi Quoi Je t'ai dit, j'en ai des anecdotes. Ah si. La professionnelle est satisfaite quand elle cherche à engueuler l'enfant, et que quand l'enfant pleure, elle est contente, elle est satisfaite. Pleurer pour faire pleurer. Mais oui, c'est le fait un peu oui, c'est le elle fait cherche à le faire pleurer, elle pour cherche le choquer. À terroriser l'enfant en fait. C'est ça, parce que je sais pas, par exemple, en fait, mais ça c'est une dinguerie. C'était dans le groupe des bébés, donc déjà on parle de bébés. Déjà quand on parle des enfants de 2 ans, 3 ans qui marchent déjà, qui parlent, qui commencent à parler et tout, c'est choquant, mais quand on parle de bébés, moi je trouve ça encore plus choquant. Donc là c'était une petite qui commençait tout juste à marcher, donc elle avait 1 an et 2 mois peut-être, pas plus. Et donc elle parlait pas. J'étais debout avec une collègue dans le groupe de vie, et il y a un bébé qui se met debout, elle s'accroche à la jambe d'une de mes collègues. Vu qu'elle savait pas parler, elle criait. Et ma collègue, ça c'est aussi important à souligner, il y a plein de collègues, de professionnels qui ne supportent pas quand les enfants crient, mais la plupart du temps c'est un moyen d'expression pour l'enfant puisqu'il ne sait pas parler. Pour capter son attention, puisque le bébé ne parlait pas encore, elle criait pour avoir l'attention de ma collègue. Et en fait, à plusieurs reprises, ma collègue la regardait, elle lui disait, elle donnait son prénom, et elle disait arrête de crier. Ma collègue ne s'attardait pas assez longtemps pour comprendre le besoin de l'enfant, donc forcément la petite elle continuait à crier. Et du coup ça faisait qu'à un moment donné, ma collègue en a eu marre, elle a pris le bébé sur le meuble qu'il y avait devant nous, elle l'a mis à sa hauteur, donc déjà lever un enfant pour le réprimander et faire en sorte à ce qu'il ait plus les pieds sur terre, ça c'est clairement de la douce violence. Donc tu prends le bébé, tu le mets à ta hauteur, tu le tiens comme ça, elle le tenait comme ça. Vraiment, genre elle le serrait comme ça, parce qu'en plus c'est des petites puces, tu vois, des petites crevettes. Elle l'a tenu le bébé comme ça, elle lui dit son prénom, et elle l'engueule, elle fronce les sourcils, et elle est bien proche de son visage pour vraiment bien lui faire comprendre qu'elle est pas contente. Moi j'ai assisté à ça, j'étais impuissante, je ne savais pas, j'étais choquée. Et en fait elle la tient, et elle lui dit ça va pas de crier, je t'ai déjà... En plus, elle lui dit de pas crier, elle crie. Déjà, MDR. Comment tu veux que l'enfant il comprenne? La petite, elle est choquée en fait de ce qu'elle est en train de vivre, parce que ma collègue, elle est vraiment longue dans sa façon de réprimander, c'est hyper long ce qu'elle fait. Elle l'engueule hyper longuement, et en fait, à un moment donné, ma collègue capte que la petite, elle va pleurer. Et du coup, elle la laisse arrêter. Mais comme elle voit qu'elle a les larmes aux yeux, elle continue, et la petite se met à hurler, à pleurer, et ma collègue la prend, la descend. T'as fini la sieste? Et en fait, elle la pose par terre et elle lui dit maintenant tu nous laisses tranquille, et elle la laisse en pleurs. Donc là on bascule un peu sur le thème de de pas valider les émotions. Et de la violence complète. Voilà. Violence complète. Là il y a même plus de douce. Et cette petite, à force, moi en fait, comment je palliais à ça? Comme dit, c'était très difficile de dénoncer tout ça parce que c'est des petits exemples qui se passent sur une année, et quand
On en parle à la direction, j'en ai déjà parlé plusieurs fois à la direction de certains exemples que j'ai vécus. La direction, en fait, comme ils sont en sous-effectif, ils ont du mal à recruter, ils protègent leurs salariés. Et ce que je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, ça fait que... En fait, c'est un cercle vicieux parce que s'ils les protègent, ben forcément, ils sont pas virés, ça continue. Il y en a d'autres qui acquiescent cette façon de faire et qui reproduisent aussi. J'ai déjà vu des collègues ne pas savoir comment gérer une situation, voir qu'une collègue gère la situation en mode à gueuler sur les enfants, bah du coup l'autre professionnelle elle va faire quoi? Elle va copier et elle va engueuler et du coup ça va se transformer en cercle vicieux où tout le monde va réagir comme ça. Et du coup bah, moi ma seule façon de réagir face à ça c'est de prendre l'enfant, de le calmer, vraiment de tout faire en sorte à faire tout l'opposé en fait de ce que je vois, tout l'opposé de ce côté négatif tu vois. Et d'où le fait que à force ben les bébés ils allaient beaucoup plus vers moi. Quand ma collègue, cette fameuse collègue, elle devait bercer des bébés, ils hurlaient. En fait, ils le sentaient qu'elle était pas en phase avec eux, elle parlait jamais avec eux, elle était tellement à cran tout le temps avec eux que même quand elle essayait de faire des choses, genre leur donner le biberon, les calmer ou quoi, ils ne se calmaient pas. Et c'est moi souvent qui devais prendre le relais. Et ça aussi, ça a été très difficile pendant ma formation parce que pareil, ça lui renvoyait une information, tu sais, dans son ego c'est l'apprenti qui arrive à gérer la situation et moi pas, tu vois. Quel ami. Voilà, et du coup, ça a donné encore plus de tension dans le groupe vis-à-vis des collègues, voilà. En tant qu'apprenti, toi ou moi en tant que stagiaire, on voit aussi des situations qui, je pense, n'arriveraient pas si toute l'équipe était là. Mais il y a des professionnels qui, en tout cas moi je pense qu'en tant que simple stagiaire, entre guillemets, qui est là pour une courte durée, il y a des professionnels qui vont se permettre d'agir en notre présence. Ça, bah, je l'ai vécu moi, mais j'ai aussi entendu ça de la part d'autres personnes de l'école, de la formation, qui ont raconté ça et que parfois, voilà, si on est seul avec un autre professionnel, le professionnel là va se permettre plus de choses que ce qui se le permettrait s'il y avait d'autres pros. Donc déjà ils ont conscience que ce qu'ils font c'est pas acceptable Déjà. et ils le font. Donc un jour notamment, c'était mon premier jour de stage, j'ai vécu l'expérience où c'était un professionnel qui a notamment, tu sais je t'avais raconté, En Suède traîné par la jambe un enfant. Parce qu'il voulait pas se déplacer. Tous les enfants étaient en cercle lors d'un temps voilà, d'apprentissage et lui s'était allongé. Voilà. Tu sais, il tenait pas trop en place. Voilà. Il Tous avait les du enfants mal. étaient assis, lui il était allongé. Et le du coup, professionnel il a allongé. voulait absolument qu'il s'assoie. Exactement. Voilà, Et on qu'il a- formate les gosses en crèche déjà. Donc il le prend par le pied, par la cheville, sans lui parler, sans rien. Donc lui il ne voit rien. Lui il s'est juste allongé Il parce est qu'il a pas surpris. envie de rester Bah il a même pas crié, il a même pas réagi en fait. C'est presque limite choquant qu'il ait pas réagi. Imaginez, vous êtes assis, vous vous allongez, d'un coup vous faites tirer par l'arrière. Il l'a assis sur ses genoux D'une et force, en plus, je pense. il lui a parlé en suédois, donc je n'ai pas compris, mais je pense que c'était rien d'autre que des reproches, des critiques et voilà. Maintenant tu t'assois, tu restes calme. Exactement. Voilà, j'ai vu aussi d'autres choses comme ça où il y a des gestes qui sont faits par en fait de l'arrière et du coup l'enfant ne voit pas puis d'un coup en fait il peut se Ça faire. c'est des 12 violences, Et ouais. c'est même pas avec une intention de méchanceté, mais ça peut être par exemple prendre l'enfant mais sans lui parler. Donc l'enfant il joue, il vit C'est sa ça en vie. fait, c'est comme un objet. Et c'est ça. Et il voit pas qu'il y a quelqu'un derrière en fait. Mais ça c'est justement considéré comme des 12 violences, on en avait discuté, en fait j'avais fait une formation d'une journée sur les 12 violences et elle donnait plusieurs exemples. Des choses qui étaient des gestes qu'on faisait au quotidien, qui pour nous paraissaient anodins, mais en fait pour un enfant c'est hyper violent, comme par exemple le fait de justement lui essuyer la bouche avec le gant de toilette sans lui dire. Des fois il y en a, elle venait par derrière lui essuyer la bouche, en mode hop 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 on nettoie, et en fait tu continues, tu vas qu'à tes occupations ensuite, tu vois, tu jettes le gant de toilette dans ton panier, tout ça, et tu changes, enfin tu prends un autre enfant pour lui donner le goûter. Et le problème c'est que quand justement on ne se met pas assez à la hauteur des enfants, ben après ça peut donner des crises qui viennent de nulle part, enfin de nulle part on sait pas d'où, mais souvent ça peut être dû à ça parce qu'on communique pas avec eux ou... C'est pour ça que c'est important et que bon après j'essayais vraiment de tout détailler à l'enfant au point où des fois je détaillais tout tellement à l'enfant où je lui parlais normalement que des fois des collègues me répondaient ou me disaient hein quoi t'as dit quoi, mais souvent je devais leur dire non je parle à l'enfant. Mouvement libre-motricité. En vrai, on en a un peu parlé. On en a parlé. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Tu sais, les enfants en salle de motricité, ils avaient une petite structure en plastique avec des toboggans et des escaliers. Ils pouvaient que monter sur cette structure, mais même sur cette structure, il y avait plein de règles. J'étais à une formation où justement, elle expliquait que déjà pour un enfant, 3 règles, c'est le grand max. Le problème, c'est qu'en crèche, il y a trop de règles. Et trop de règles tuent les règles. Un enfant ne peut pas se concentrer sur 50 000 règles différentes. Il y avait un banc dans cette structure, je crois que je l'avais raconté, il y avait un banc dans cette pièce, un banc en bois, qui était là pour les professionnels. Déjà, j'arrive pas à comprendre que dans une salle où tous les enfants sont en mouvement, merci, que le professionnel ou la professionnelle puisse s'asseoir.
c'est pas normal. Juste le regarder ne suffit pas s'il se passe un problème ou quoi. Ah oui, il faut être à côté. C'est ça. On peut des fois être assis au sol avec eux pour jouer ou autre. Et en fait, ce banc-là, il était là que pour les professionnels. Mais du coup, forcément, à un moment donné, les enfants, ils ont fait le tour de la structure, ils veulent monter sur ce banc. Une des règles, bien évidemment, c'était de pas monter sur ce banc. Sauf que le problème, c'est à trop donner d'interdiction, ben c'était trop tentant des fois pour les enfants. Et moi, en fait, justement, pour pallier à ça, pourquoi déjà j'ai commencé à me questionner pourquoi les enfants veulent absolument grimper sur ce banc. Et en fait, j'ai commencé à faire des exercices, des activités où les enfants pouvaient grimper sur le banc, mais c'était cadré. Je leur disais, là, vous avez le droit pendant ce temps de grimper le banc parce qu'il y a Léa qui est à côté de vous, je leur expliquais tout et ils comprenaient très bien. Et quand le banc n'était pas fait pour ça, ils savaient très bien qu'il fallait pas grimper dessus. On s'est permis de prendre une petite pause, ça se verra sûrement peut-être pas au montage, mais je préfère le préciser si au cas où le plan est différent. On va finir cette vidéo où je vais encore vite fait, toi t'as dit toutes tes anecdotes. J'ai encore quelques anecdotes à vous raconter. En fait, il y a plusieurs anecdotes qui se rejoignent, donc je vais vraiment englober les thèmes, on va dire. C'était souvent chez les bébés, dans le groupe des moyens et des grands, c'est eux qui commencent à se débrouiller et à manger tout seuls, donc c'est plus difficile pour les professionnels malveillants de le faire, de les forcer à manger. Les bébés, j'ai déjà vu plein de bébés, ils poussent la tête, ils décalent la tête pour ne plus avoir leur biberon de lait par exemple dans la bouche. J'ai déjà vu plein de professionnels garder le biberon en bouche et le bébé il se débat. Oui, j'avais déjà vu une autre professionnelle forcer en fait, c'est moi qui donnais à manger à la petite, elle avait même pas 8 mois. Et en fait, à un moment donné, elle ne voulait plus manger ses légumes. Et moi, du coup, ma façon de faire, c'est que je ne force pas l'enfant. J'attends un petit peu. En général, je lui propose le yaourt s'il veut manger le yaourt. Ça aussi, c'est quelque chose qui est ancré chez beaucoup d'adultes. C'est, je pense que tu as déjà dû le vivre. Tu vois où je veux en venir avec le dessert? Écoute, moi, de là où j'étais, non. Mais je sais qu'ailleurs, ça leur pose problème. Voilà. En gros, faut que d'abord l'enfant mange l'entrée, ensuite le repas et ensuite son yaourt. Et si il veut d'abord manger son yaourt, c'est non. Alors que même à un moment donné, j'avais vu dans un des groupes, je crois le groupe des grands, ils avaient justement essayé de voir et de mettre en place sur un mois peut-être, le fait de tout mettre en même temps sur le plateau de l'enfant. L'entrée, le plat et le dessert. Comme ça, l'enfant, il mange dans l'ordre ce qu'il veut. Il peut commencer par le dessert s'il veut. Et en fait, ils ont constaté au bout d'un mois que l'enfant ne mangera pas moins parce qu'il a mangé son yaourt. Ça, c'est une fausse idée que beaucoup d'adultes se mettent en tête. Si l'enfant mange le sucré d'abord, ou son fruit, ou le yaourt, il ne va pas manger son repas. Le problème, c'est que voilà, on est encore sur trop de professionnels qui pensent que, et d'adultes, qui pensent que l'enfant doit manger dans l'ordre, et donc ça fait que j'en ai vu plein des professionnels faire du chantage aux enfants. Non, si tu ne manges pas, ça c'était des enfants qui parlaient déjà. Non, tant que t'as pas mangé ton repas, t'auras pas ton dessert. Forcément, j'ai déjà assisté à une scène où l'enfant il se met par terre, il part en crise. Ma collègue n'était pas d'accord qu'il parte en crise en se mettant par terre. Et du coup, elle l'a pris. Et en plus, il était assez lourd par rapport à elle, en fait, vu qu'elle était petite. Elle avait du mal à le porter. Donc en fait, elle l'a porté par les bras et il se laissait complètement tomber. Et en fait, elle l'a trimballé comme ça jusqu'à un coin d'une pièce pour l'éloigner du repas en lui criant dessus. Et en fait, au même moment, elle était à côté, elle l'a posé à côté d'un gros pot de fleurs en bois. Énorme, le pot il était énorme. Et en fait, vu qu'elle avait du mal à le gérer et qu'il se débattait, en fait il s'est cogné la tête contre le... En fait c'est une accumulation de choses, tu vois, qui sont pour moi clairement de la maltraitance. Et il s'est cogné la tête et du coup il a encore plus hurlé et il n'y a pas eu de validation des émotions puisque à aucun moment elle a repris ce qui s'est passé avec lui. Il hurlait, elle le laissait hurler et elle est retournée à sa table avec les enfants. Et à un moment donné, elle lui disait même au loin, tant que tu te calmes pas et tu viendras pas manger ton repas, tu reviendras pas à la table, tu auras pas ton dessert. Elle continuait en fait à engrainer le truc. Et du coup, la fameuse scène où je donnais à manger à une petite de même pas 8 mois, cette fameuse collègue de nouveau, la petite ne voulait pas manger ses légumes, donc moi j'ai attendu, j'ai proposé le yaourt, elle voulait pas non plus. Et à ce moment-là, sortie de nulle part, ma collègue, en fait, il y avait un meuble qui nous séparait. Elle se penche sur ce meuble et en fait elle se met face, enfin genre hyper proche du visage du bébé et elle lui crie dessus en lui disant maintenant tu vas manger. Et en fait comme elle a commencé à voir, encore une fois, elle a commencé à voir que la petite, elle commençait à avoir des larmes aux yeux, et ben elle a rajouté cette violence que je trouve, enfin ce geste hyper violent, elle le prend par le menton et elle insiste encore en disant maintenant tu vas manger. Et en fait du coup elle arrête, la petite elle me regarde avec les larmes aux yeux et du coup moi j'étais tellement choquée que bah du coup j'ai continué à lui donner à manger. Et avec du recul, mais jamais de la vie j'aurais acquiescé ça en fait. Mais j'étais tellement choquée que je savais même pas comment réagir. Et du coup ben la petite forcément elle ouvrait la bouche et elle a mangé.
Ah ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment ce que on a pu observer toutes les deux lors de nos stages. Moi, c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé de ne plus travailler en crèche. Je ne retravaillerai plus jamais en crèche parce que c'est vraiment pas, je trouve, un endroit sain pour les enfants comme pour les professionnels. Je pense que même des fois, ça se trouve, il y a des pros qui au début de leur carrière, elles étaient bienveillantes et saines et au final, avec le temps, comme tu disais, le manque d'effectifs, tout t'incite en fait à te dépêcher pour t'occuper des enfants, à te dépêcher dans plein de choses et du coup fait que t'as une telle charge sur les épaules en fait que le bien-être des enfants il passe complètement après beaucoup d'autres choses et du coup tu pars dans des douces violences et dans de la maltraitance parfois sans même t'en rendre compte. Même des fois il y en a, oui, même c'est enfant, volontaire. Voilà, c'est ça. C'est volontaire. C'est ça. Si vous êtes des professionnels ou des parents, ou si vous avez des questions ou des témoignages à nous apporter en commentaire, n'hésitez vraiment pas à le dire sous cette vidéo, ça serait chouette. Si cette vidéo elle peut ouvrir des débats. Encore une fois, bien sûr, on souligne que dans cette vidéo, on a juste essayé d'énoncer des faits qu'on a vécus. Et à aucun moment on met toutes les structures dans le même sac, ni tous les professionnels dans le même sac, que ce soit des hommes ou des femmes. Bien sûr, on en a rencontré des professionnels en or qui savent hyper bien s'occuper des enfants. Et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que c'était d'ailleurs ma lueur d'espoir en fait à chaque fois que j'étais dans une structure. Je m'accrochais justement aux professionnels qui avaient en quelque sorte, oui on va aller se promener, en quelque sorte la même pédagogie que moi. Enfin la même façon de fonctionner du moins avec les enfants. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Elle sera bien longue à mon avis. Oui. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Lauriane, elle pourra peut-être être là dans les commentaires pour vous répondre. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt. Salut!